You the guy in the flaming car, Sergeant James? Good afternoon, sir. Yes, sir. You're a wild man, you know that? Yes, He's sir. a wild man. You know that? I want to shake your hand. Thank you, sir. Yeah. How many bombs have you disarmed? I'm not quite sure, sir. Sergeant, Yes. ask your question. 873. 873. 873. They're counting today, sir, yes. That's got to be a record. What's the best way to go about disarming one of these things? The way you don't die, sir. That's a good one. That's spoken like a wild man. That's good. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Bienvenue dans En attendant Godard, saison 10, épisode 7. Les Noirs américains, en vérité, veulent la subversion totale de cette société ou rien. Et le problème de la subversion nécessaire apparaît de lui-même dès que les Noirs en viennent aux moyens subversifs. Or, le passage à de tels moyens surgit dans leur vie quotidienne comme ce qui est à la fois le plus accidentel et le plus objectivement justifié. Ce n'est plus la crise du statut des Noirs en Amérique, c'est la crise du statut de l'Amérique, posée d'abord parmi les Noirs. Il n'y a pas eu ici de conflit racial. Les Noirs n'ont pas attaqué les Blancs qui étaient sur leur chemin, mais seulement les policiers blancs. Et de même, la communauté noire ne s'est pas étendue aux propriétaires noirs de magasins, ni même aux automobilistes noirs. Luther King lui-même a dû admettre que les limites de ses spécialités étaient franchies en déclarant à Paris en octobre que ce n'étaient pas des émeutes de race, mais des émeutes de classe. C'est un extrait du Déclin et la chute de l'économie spectaculaire marchande paru dans le numéro 10 de l'International situationniste. Et oui, donc dans En attendant Godard, car ce soir il sera évidemment question de guerre raciale et de guerre sociale, car nous allons revenir très largement sur le dernier film de Catherine Bigelow, Détroit, donc sorti mercredi dernier, et c'est surtout une occasion pour nous de revenir enfin sur le parcours de cinéaste de cette énorme et gigantesque metteuse en scène, donc Catherine Bigelow, une filmographie quasi parfaite et une figure trop peu traitée, ou en tout cas souvent maltraitée dans la presse américaine ou française. Et donc pour parler de la grande Catherine ce soir, nous avons l'homme qui est trop vieux car il a presque plus de dos, il y a Thibaut. Salut à tous. Et il y a aussi Salut Thomas d'ailleurs. Oui, aussi. merci mon cher. Et donc il y a aussi la jeune fille qui apparemment, d'après nos dires et nos informateurs, aime un peu trop le calva. Il y a Carla. Bonsoir. À la technique et la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Gal. Bonsoir Gal. Bonsoir. Voilà, donc c'était les forces en présence, hein, vous voyez vraiment les forces vives de la nation qui sont là pour parler de cinéma. Donc tout de suite, avant de parler de la grande Catherine, donc agenda local. Commence demain, 18 octobre, le festival Court-Métrage à Rennes, donc le festival du court-métrage fantastique. Et on peut d'ores et déjà signaler que le festival s'ouvre demain au 1988 Club avec le blind test de nos camarades du cinéma est mort, Antonin Etienne, donc vers 20h, 20h30 au 1988, si vous voulez évidemment perdre, parce que vous êtes tous des gros nuls en général au blind test, à part quelques-uns, dont nous par exemple. Demain, sinon, au tambour, hein, si vous n'aimez pas les blind tests parce que vous êtes vraiment des gros nuls, vous pouvez aller voir la soirée Espionne-moi si tu peux, avec à 18h brève histoire d'amour de Krzysztof Kieslowski, le film polonais, et à 20h30 un des chefs-d'œuvre du gros Francis Ford Coppola, Conversation secrète avec Gene Hackman. Ah oui. Bref, c'est pas tout mal. Un grand film. Exactement. Sinon, agenda national, donc demain sort pour Thibaut, parce que je sais qu'il aime bien rire, les nouvelles aventures de Cendrillon, de Lionel Sketeki, qui avait co-réalisé avec Fabrice Eboué Le Crocodile du Botswana il y a 3 ans. Ok. Oui, non, j'ai vu la bande-annonce, mais moi, ça me fait un peu mal. Il y a la dernière... C'est avec qui ça il y a Marie-Lou Berry, qui joue Cendrillon. Ok. Et Balasco, du coup, qui joue la marâtre, tout ça. Ok. Ouais, voilà. Ok. Ouais. Il y a Didier Bourdon, bref. Oui, ok.
All-Star Cast, quoi. On va attendre. Sinon, on sort demain la dernière Palme d'Or du Festival de Cannes, The Square, de Ruben Östlund, donc une farce sur le monde de l'art contemporain. Ouais, très Cannes, quoi. Ouais. Il y Ça a l'air chelou comme a, là, pour Carla, parce que c'est une jeune fille, il y a Little Pony, le film, avec des petits poneys colorés. Et bon, bien sûr, on ira ensemble le voir tous ensemble. Le monde secret des emojis aussi, hein, parce que je sais que Gal aime beaucoup ça. Il adore utiliser ça dans ses téléphones parce que c'est un petit kikolol qui fréquente beaucoup trop de collégiens. En tout bien tout honneur, hein, c'est pour le travail. Hein. Sinon, donc, on en fera vraisemblablement pas d'émission la semaine prochaine et de toute façon, il ne sortira chez nous que la semaine d'après. Donc un film que certains d'entre nous ici attendent avec beaucoup de peur, Laissez bronzer les cadavres, le nouveau film du duo Bruno Cattet et Hélène Forzani, donc les réalisateurs d'Amer et de L'étrange couleur des larmes Dans l'absolu, L'étrange couleur peur, mais ça va être bien. des larmes de ton corps. Je pense que ça va être assez raté comme leurs autres films, mais là où c'est vraiment intéressant, donc c'est que c'est basé sur le premier roman écrit par Jean-Patrick Manchette avec Jean-Pierre Bastide, donc en 1972. Donc certains dans cette émission, Mathieu notamment ou moi, sont très très manchettiens. Donc ça sera l'occasion de faire une émission spéciale en revenant sur le film et surtout en parlant une fois de plus de Jean-Patrick Manchette. Sera-t-il diffusé ? Il sera donc diffusé à l'Arvor une semaine au rythme de une séance par jour. Ouais, en fait, toute la distribution nationale du film en fait est complètement merdique. Elle est complètement mal. De comme pour tout le film, c'est là, on se plaint, on va faire des films populaires mais élitistes et du coup, on va pas y distribuer. Quoi. Bref, classique pour encore chouiner dans les chaumières, quoi. Et pour finir, peut-être ce qui sera probablement un des plus beaux documentaires de l'année, donc Corbier, des traces dans les mémoires des masses, donc sur Corbier du Club Dorothée. Non, c'est vrai ? Oui, il y a un documentaire sur Corbier qui sort. Oh putain. Eh oui. Voilà. Je savais que ça allait vous enthousiasmer. Hein. Ouais, non, mais oui. Oui, Oui. c'est pas mal. Hein. Ouais. Mhm. Après, je ne sais pas où passe le film, malheureusement, alors qu'on a Je quand me même... rappelle que Thibault, l'année dernière, disait que le cinéma français, et particulièrement le documentaire, se portait super bien. Bah oui, théoriquement. Surtout comme Corbier, parce que Thibault a plus ou moins basé son look actuel sur le personnage de Corbier. Donc, mais c'est toute ma jeunesse, hein, du coup. C'est pour rester jeune. Oui. C'est le jeunisme, hein, le jeunisme, tu vois. Je sais Thibault que tu es encore jeune dans ta tête, mais ton corps ne suit plus. Son dos, notamment. Ça, c'est le calva. Non, le calva, c'est l'autre. Tu vois ce que ça fait, le calva, Carla? Pas les choses. Voilà, le calva, ça donne mal au dos. Voilà, exactement. Voilà. Donc pas trop d'abus avec modération, bien sûr. On va passer donc à la section critique de cette émission en parlant de la grande Catherine, une réalisatrice qui ici on aime d'amour. Vous êtes bien sur Syllab en attendant Godard, c'était Rino Gaetano, Cogli la mia rosa d'amore. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Cœur d'amour, ce soir, il va en être question, nous allons en parler avec la filmographie de la grande Catherine, donc la formidable, la belle, la génialissime Catherine Bigelow. Donc réalisatrice américaine, donc, puisque née en Californie en 1951, ce qui lui fait comme 65 ballets à la petite dame, elle les fait largement pas d'ailleurs. Hein. Ou non. Et ouais. donc, oui, exactement. Qui donc né en Californie d'un père peintre en bâtiment qui aurait rêvé d'être caricaturiste et cartooniste et d'une mère institutrice. Donc plus tard dans ses études, elle va faire les Art Institute of San Francisco avant de partir à l'université de Columbia pour étudier la théorie et la critique de cinéma. Comme quoi, c'est pas ça peut mener à des choses. Exactement. Donc là, elle fréquente un peu tout le milieu artistique de San Francisco et de New York en se baladant, notamment Andy Warhol, avec qui elle devient assez copain et fait quelques installations avec lui, avant de co-réaliser en 1982 son premier long métrage, donc Loveless, co-réalisé avec Monty Montgomery, qui était un film de biker. Ce qui n'est pas innocent parce que ça annonce pas mal du reste de sa filmographie et de celui qui plus tard sera son compagnon et mari, donc James Cameron, elle a été mariée avec le réalisateur de Terminator de 1989 à 1991, ce dernier ayant quitté Gillian Hurt, sa productrice, pour se marier avec la grande Catherine. Et donc c'est pas innocent, on va revenir beaucoup je pense sur le rapport qu'elle entretient avec James Cameron, passé par leur rapport sentimoto parce qu'on s'en fout, mais le rapport strictement professionnel. Parce que dès son premier long métrage en solo, donc son deuxième long en fait, New York Dark, Les frontières de l'aube en français, qui est un film de vampire proto-punk on va dire, qui reprend largement à la fois une certaine mise en scène qu'on peut voir chez Cameron et aussi un certain casting, puisque donc on y retrouve Bill Paxton, acteur fétiche de Iron Jim, mais aussi Lance Henriksen qui joue dans pas mal des longs métrages de Cameron, et Eugene Goldstein qu'on revoit, qui est notamment la Vasquez donc de Alien 2.
Et donc avec ce film-là, qui sera, oui, Thibaut, exactement, qui est un film très étrange, qui a été passé assez inaperçu à l'époque à sa sortie, mais qui ressemble vraiment à un croisement entre John Carpenter et James Cameron. Oui, après, aux frontières de l'aube, il me semble que maintenant il a acquis un petit statut de film culte. C'est vrai. Après, même, c'est vrai que c'est un film qui est un petit peu bizarre. Enfin, on sent que c'est un produit, un objet typique de son époque, parce que entre le générique du début et l'image qui se fiche de la fin, ça fait très années 80, et on sent qu'elle a tourné ça avec une économie, enfin avec des moyens somme toute très limités, parce que ça fait une petite facture en fait de téléfilm, mais avec le recul, ça donne beaucoup de tendresse en fait à ce projet qui est en plus intéressant, parce que elle propose déjà une nouvelle version du mythe vampirique, donc ça c'est toujours cool. Et en plus, à la sauce un peu carpenterienne, parce qu'elle va filmer le Kansas, donc du coup, on va dans les mots. Et donc voilà. Un peu ce que fera Carpenter plus tard en 88 avec Vampire d'ailleurs. Et là où c'est intéressant, c'est que elle se met donc, elle propose en fait ses premiers sujets de prédilection, c'est-à-dire les outsiders. Après, on va plus ou moins ça va plus ou moins un peu vriller, mais on sera toujours sur un groupe de personnages qui est un petit peu au banc de la société, que ce soit donc, des marginaux, donc que ce soit donc les vampires dans Near Dark, ça va jusqu'à Détroit, avec la communauté noire à Détroit, en passant par même la figure de Maya dans Zero Dark Thirty, c'est une outsider, enfin bon bref. De toute façon, on va mais faire. C'est intéressant. Dès ce premier film-là, on va parler beaucoup de sa mise en scène qui a beaucoup évolué, mais en termes de thématique. Tout Catherine Bigelow qu'on retrouve maintenant et qu'on encense sur Détroit, tout se trouve déjà dans Near Dark. De toute façon, là, clairement, on va faire nos petits connards d'autoristes, parce que mine de rien, on aime bien ça, mais c'est vrai qu'en termes de thématique, tout se retrouve là, que ce soit effectivement les personnages d'outsider et ce côté qui est toujours très ricain dans les films et qu'on retrouve notamment beaucoup dans les westerns, c'est-à-dire que c'est l'individu qui est face au collectif, qui est pas contre forcément un système, mais contre le collectif qui représente ce système. Et là, c'est exactement ça, avec ces personnages donc de vampires, il y a Bill Paxton, tout ça, machin, mais qui sont pas foncièrement, qui pourraient être présentés comme les héros au début du film, parce qu'ils sont quand même plutôt cool, ils sont sympas, ils ont une bonne dégaine et tout, et tout ça, c'est constamment vrillé. C'est-à-dire que dans les films de Bigelow, il n'y a jamais de pur héros ricain, comme par exemple on peut en trouver dans les films de Cameron à l'inverse. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient dans tous ces films, j'ai l'impression, la figure du marginal ou alors du solitaire confronté au groupe, c'est assez récurrent. Même dans Strange Day, ils mènent l'enquête tout seuls de leur côté dans la masse. Enfin, je trouve que. Puis surtout, c'est que tous les héros qui présentent, quand même, ils sont pas super agréable, quoi. Que ce soit le héros de Strange Days, donc ce film de 95 qui est joué par Ralph Fiennes, on pense que c'est l'héros, mais il a quand même un comportement de gros trou du cul tout le long, de gros ratés. C'est pareil dans The Hurt Locker, où le personnage de Jeremy Renner fait quand même tout pour passer pour un gros connard aux yeux de ses camarades de combat, quoi. Et la majorité de ces personnages, c'est toujours ça. On dirait qu'ils essayent eux-mêmes de se mettre au banc de la société par leur comportement simplement de misanthrope trou du cul, quoi. C'est ça. Et en plus, le banc de la société, au-delà du comportement des personnages, est totalement intégré en fait dans sa manière de capter soit les paysages, donc dans Near Dark, ça se passe dans le Kansas, c'est sublime en plus. Soit dans la ville, mais du coup elle va mettre beaucoup de concentration à restituer, que ce soit les espaces en termes de production design. C'est une personne qui est extrêmement balèze et soucieuse du détail. Bon, on peut parler sur Strange Days qui pue les années 90, mais à 2000%, mais bon, d'un côté, c'est ça qui est cool. De toute façon, c'est toujours le problème dans Strange Days. Ces outsiders sont mis en scène et par leur comportement, donc par leur écriture pure, et par la manière dont ils se comportent dans l'espace, dans la manière dont Catherine Bigelow filme leur espace. Dans Near Dark, c'est des hôtels totalement miteux, mais alors miteux de chez miteux. Aux limites, il y a la ferme de la famille. Enfin, on va pas trop spoiler. Qui a l'air un peu dégueulasse aussi. Qui a l'air un peu dégueu. Bon, bref, ça pue pas non plus. Ça pue pas la richesse. Hein, c'est pas. Mais voilà, en fait, c'est intéressant. Mais là, ce qui est intéressant, enfin, qui est vraiment intéressant dans Near Dark, c'est qu'on est sur un film qui est extrêmement bien cadré. Je mets ça beaucoup avec des guillemets. Je dis pas que Détroit c'est pas mal cadré, mais on est sur des choses beaucoup plus sages. Normal, c'est son premier, et puis petit à petit. Mais même de toute façon, après ce qu'elle va faire donc dans son deuxième long métrage, qui était un polar avec Jamie Lee Curtis, Blue Steel, donc.
Personnage très camerounien, donc une perso qui jouait d'ailleurs dans True Lies, pareil, perso d'une femme extrêmement forte qu'on a peu l'habitude de voir dans le cinéma d'action des années 80-90, qui va être en porte-à-faux et en tout cas qui va devoir se battre contre tous ses collègues masculins qui évidemment pensent que c'est une sale gouine parce qu'elle fait des trucs de mec, tout ça. Donc c'est toujours ce genre de personnage-là avec... Quand je parlais de camerounien, parce qu'ils ont vraiment la même manière de penser et de voir la mise en scène. C'est-à-dire que la narration va pas avancer par les dialogues, ça va aider pour un petit peu la psychologie, en tout cas, ou alors des points d'intrigue ou bien de procédure, mais tout le parcours émotionnel des personnages et toute la progression narrative se fait uniquement par l'image. C'est-à-dire qu'elle pense qu'à ça en termes de dialogue, en termes de montage, ils ont la même manière de voir l'action, en termes de cadre. À partir du moment où elle passe au scope avec Blue Steel, c'est évident que de toute façon les deux voient la même manière, même en termes d'esthétique, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une passion pour la lumière bleutée, que ce soit dans les Terminator, là dans Blue Steel, dans Point Break aussi qui va faire et d'ailleurs c'est flagrant, c'est exactement pareil, quoi. Les éclairs bleus là. Ouais, c'est rigolo, mais on sent encore qu'elle est sous influence, on va dire ça comme ça. Ouais, mais c'est clairement les deux cinéastes, leur univers esthétique s'interpénètre entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une circulation des idées des deux, que c'est un genre d'émulation intellectuelle en fait entre les deux cinéastes. Et du coup, est-ce que vice versa, il y a eu une influence de Bigelow sur Cameron? On sait qu'ils sont quand même pas mal bossés ensemble parce que par exemple pour A Strange Day, c'est lui qui a écrit le scénario et puis qui l'a produit, donc c'est-à-dire que même après leur divorce, ils continuent encore à bosser ensemble parce qu'ils avaient la volonté de faire à peu près le même genre de cinéma, quoi. C'est-à-dire que Cameron à l'époque, il avait quitté la SF après True Lies et il avait donc fait Titanic, il était plus parti dans un énorme projet historique, mais il avait toujours cette volonté de faire le même genre de cinéma, de divertissement, de SF. Là, dans l'occurrence dans A Strange Day, c'est plus de la fiction spéculative parce que c'est un futur proche où il n'y a pas beaucoup d'éléments de science-fiction, ce qui d'ailleurs date un peu le film. C'est-à-dire c'est toujours le problème qu'on fait des films dans des futurs proches, c'est-à-dire que tout de suite il y a des trucs de production design qui deviennent ultra kitschos, comme par exemple la coiffure de Tom Sizemore dans le film, quoi. Le mec avec des cheveux longs blonds alors que le mec est chauve dans les trois quarts de ses films, c'est assez compliqué à voir, quoi. Mais c'est vrai que si on revient en Blue Steel, c'est peut-être un des films les plus mineurs de sa filmographie, même s'il reste néanmoins très intéressant, mais c'est vrai que là on sent du coup, là elle prolonge un petit peu ce côté individu contre d'autres individus. C'est pas le système, c'est pas Clint Eastwood qui va c'est pas l'inspecteur Harry en gros qui dit le système est tellement pourrave que je vais devoir y aller de moi-même. Ici elle est sur une héroïne qui va combattre, et ça va irriguer du coup jusqu'à Détroit, d'autres personnes qui puent le mal, qui puent le malaise, qui puent la défaite humaine à tous les niveaux. Bigelow a fait des films sur des personnages qui sont solitaires, Clint fait des films sur des individualistes. C'est en ça que Clint, c'est le cinéaste le plus ricain du monde, quoi. Qui veulent coexister quand même avec... il y a une tentative dans Near Dark, il y a une tentative des vampires de se rallier à l'univers humain. Enfin, sauf qu'ils savent que de toute façon, c'est une porte de sortie qui est impossible. Ils sont fuckés, Et d'ailleurs, à ce moment-là, je trouve qu'il y a une bonne maîtrise du gore, en tout cas, dans ce film-là. C'est un pur film d'exploitation, quoi, comme était le premier Terminator, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des éléments visuels et des éléments qui relèvent du pur cinéma bis, quoi. Parce que ils sont empêchés physiquement de coexister et ils sont contraints dans leur marginalité. Puis les scènes effets spéciaux, quand même, putain, pour un truc comme ça, quand les vampires sortent au grand jour puis qu'ils se font cramer la gueule. C'est assez impressionnant. Oui. La fumée blanche là, quand ils courent dans le champ. Ah ouais, alors ça c'est magnifique. mortel. Sur le coup, j'ai pas compris. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? C'est de la buée parce que c'est le matin et en fait. Quand c'est mortel. Non, c'est super. Et donc après Blue Steel, elle enchaîne sur le film qu'il a révélé au grand public, le film le plus cool du monde, on peut dire un genre de film matriciel sur le surf après Big Wednesday, donc de John Milius à la fin des années 70, mais dans un style tout à fait différent parce que c'est un film d'action avec deux jeunes qui allaient devenir des grosses rostas du cinéma des années 90, donc Patrick Swayze et Keanu Reeves. A priori quand même pas le casting de rêve parce que c'est des acteurs un peu fadas pour aller faire du surf mêlé à une enquête policière, hein. On connaît tous le truc, c'est du surfeur braqueur, du cinéma de l'extrême avec des surfeurs qui ont des masques de président ricain. Ouais, mais c'est intéressant, ces masques de président ricain, ils sont quand même intéressants parce que là, elle va mettre le
pied, ces thématiques vont se densifier. À partir de Point Break, on peut dire ce qu'on veut, que c'est un film de John, c'est cool, c'est juste le film le plus cool de l'histoire du cinéma, et ça, le débat est terminé. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais bon, bref. Mais on dit l'un des plus cool quand on parle de l'histoire du cinéma. Ouais, voilà. Mais oui, j'y vais mollo, mais bon. Mais là, en fait, ce film, au-delà de son rapport spectaculaire, cool, jeune, beau gosse, tout ça, c'est un film qui est extrêmement important dans la densification de cette thématique et comment en fait ces outsiders ne sont plus dans un tout petit microcosme en fait du Kansas ou d'un hôtel de police. Ici, on est vraiment sur le capitalisme. On en est à ce niveau-là. Donc, c'est un film qui est extrêmement important dans sa filmographie. Même si, en fait, la force de Catherine Bigelow, c'est que de son premier donc de Near Dark jusqu'à Détroit, c'est une filmographie qui évolue petit à petit. Elle monte les marches petit à petit. Enfin, je ne sais pas où elle peut aller parce qu'elle est déjà au firmament du cinéma contemporain. Donc là, je ne sais pas où elle peut aller. Mais c'est intéressant. Et même ces films marginaux, plus petits comme Blue Steel, ou qu'on peut plus commerciaux. Moi, le poids de l'eau, je l'ai pas vu. Donc là, pour le coup, je peux pas dire. Ou plus commerciaux, ou plus, comment on dit, on pourrait dire plus commerciaux au sens péjoratif du terme, sont extrêmement importants dans sa carrière et dans la poursuite de sa filmographie. Bah, surtout qu'après, de toute façon, un méga succès comme Point Break, après, c'est là qu'elle peut faire un de ses plus gros projets à l'époque, qui était A Strange Days, donc film extrêmement ambitieux en termes visuels et en termes narratifs, parce que c'est une histoire assez complexe de machination, de meurtre, tout ça. Et surtout, celle-là, c'est sur la mise en scène qui va vraiment expérimenter, et notamment sur la question du point de vue, le point de vue des personnages, et la question donc de l'identification et de l'immersion, avec notamment donc beaucoup de plans subjectifs, ce qu'elle faisait déjà un peu dans ses premiers films, et ce que Cameron aussi fait beaucoup dans son propre cinéma, mais là c'est vraiment poussé à l'extrême dans A Strange Days, parce que donc des personnages en fait peuvent voir ce qu'ont vu d'autres personnes parce que leurs pensées, séquence d'ouverture, parce que leurs pensées ont été enregistrées. Ça fait une référence directe c'est la mort aux trousses. J'ai un doute là du coup. Ouais, c'est ça. Du coup, la première séquence est un plan séquence en point de vue subjectif. On voit une poursuite justement d'un mec qui se fait prendre en chasse par des keufs et tout comme ça. Et c'est un procédé qui va systématiser dans son cinéma pour la question de l'identification, ce qui peut paraître bateau, mais qui dans ses derniers longs métrages est extrêmement important parce que tout son point de vue politique, idéologique et théorique passe justement par ce genre de plan-là. Que ce soit dans The Outlocker, où on est justement à l'intérieur du personnage, du casque du démineur, dans l'assaut final de Zero Dark Thirty, quand les Navy Seals entrent pour aller buter Oussama Ben Laden, ou dans Détroit, dans tous les trois quasiment. C'est vrai que Strange, en fait, à revoir Strange Days, on se dit qu'en fait tout Détroit est déjà ici, que ce soit donc en termes de mise en scène, parce qu'on l'a pas dit, mais dans Point Break, elle expérimente aussi le plan séquence, mais un truc assez long, donc l'arrivée de Keanu Reeves dans le commissariat de mémoire, donc là il y a un très joli plan séquence, et puis aussi en termes de point de vue, donc la fameuse poursuite à pied, une des plus belles poursuites des 50 dernières années. Allez, c'est bon, je me mouille pas trop là. C'est galvanisant. Voilà, extrêmement galvanisant. Et c'est vrai que dans Strange Days, il y a cette intro complètement tarée qui fait autant référence, donc je veux dire, c'est du jeu vidéo aussi, c'est du FPS. Enfin, on en arrive là à mixer. Donc là, elle mixe en plus les disciplines artistiques. C'est totalement parce qu'on est sur le numérique, le jeu vidéo. Enfin, c'est n'importe quoi tellement elle arrive à faire une espèce de belle salade, tu vois. Elle fait pas un pâté, quoi. Elle fait une belle salade. Donc c'est très intéressant. Et là, sa manière de filmer la ville, c'est extrêmement important. Tout ce qui est en termes de décor, de noms des boîtes de nuit ou des espèces de clubs, tu sais pas trop. Enfin, les noms ils ont tous des noms un petit peu chelous. Enfin, tu sens que ça pue la défaite. Et puis, on va arriver sur quelque chose qui l'intéresse grandement, c'est le racisme. C'est le racisme blanc. C'est le racisme et les questions de lutte de classe, comme je disais en intro, en citant l'international situationniste. C'est-à-dire que ça va être vraiment ces deux grosses thématiques, donc qui sont les questions raciales et les questions sociétales, qui évidemment sont imbriquées parce que l'une prend le pas sur l'autre au bout d'un moment. C'est un truc qu'on retrouve dans K-19, qui est son dernier long métrage classique, que j'ai parlé du classicisme biglowien, c'est-à-dire où il y avait déjà une opposition
idéologique entre les deux personnages qui sont joués par Harrison Ford et puis Liam Neeson, et donc qui sont toutes ces questions de classe qui vont se poser, et mine de rien après des questions raciales, parce que les deux personnages n'ont pas la même origine russe, quoi. Oui, c'est vrai. Mais après, pour revenir à Stranger, c'est intéressant parce qu'elle reprend donc. Il y a cette question du racisme, notamment avec l'histoire de deux flics. Donc ça c'est intéressant. Enfin, je veux dire, entre le flic de Détroit qui s'appelle Cross et William Fichtner, qui est lui pareil. Enfin, dans Détroit, le mec, il a une gueule de cinoche. William Fichtner a une gueule de cinoche. Donc en fait, ce sont un peu des personnages jumeaux. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu parles de classicisme, c'est vraiment ça, parce que dans Strange Days, comment le personnage de Ralph Fiennes va pouvoir niquer le système, en fait, c'est qu'il va devoir monter. On est toujours sur cette notion de verticalité. Je vais pas renvoyer par exemple, un très beau film de William Wellman qui montre très très bien ça. C'est qu'en fait, plus tu montes en altitude dans les gratte-ciel, plus tu montes en fait de classe sociale. Et à la fin, plus dur sera la chute. Et là, il y a une chute littérale. Et comment on doit faire pour retrouver un semblant d'humanité, c'est qu'il faut retrouver la terre ferme, et c'est là. Bon, après, Strange Days, pas pâti parce que c'est intéressant, mais le scénario de James Cameron, donc à la fin ça se finit bien, tout va bien et tout, c'est plutôt cool. Mais enfin, c'est plutôt cool, mais ça reste aussi ce positivisme en fait reste intéressant parce que ça va se casser la gueule au bout d'un moment, quoi. Moi je trouve ce qui est intéressant, c'est que au travers de tous ces enjeux enjeux contemporains de tout ce qui est technologique, les personnages arrivent à prendre conscience au travers de ces disquettes-là, les enjeux racistes, en fait. C'est comme si ça revenait au goût du jour à l'aube des années 2000, en fait. C'est juste avant le nouvel an des années 2000, ils prennent conscience que le racisme et ils arrivent c'est le produit passé qui du coup évidemment met en lumière leurs propres contradictions actuelles. C'est rigolo parce que en fait, pour rebondir sur ce que dit Carla, c'est que maintenant si on prend par exemple des violences policières, tout le monde va filmer avec son téléphone portable et compagnie. En fait, c'est déjà dit, l'arme de défense contre le racisme, c'est aussi de filmer, c'est de faire de l'image. C'est de pas le mien, ça. Et témoigner, c'est totalement des pas le mien, ouais. Mais de témoigner, mais finalement, qu'est-ce que font les personnages dans Strange Days, donc film de 95, et qu'est-ce que font les gens qui sont victimes de débordements, je mets ça avec des guillemets pour pas employer un mot plus vulgaire, policiers et racistes, c'est aussi par l'image. En fait, Bigelow, elle a compris vraiment ce que c'était l'Amérique à partir de Strange Days, et après elle va dérouler le tapis rouge. Et voilà, donc de tapis rouge, on le déroulera justement avec le film pour lequel elle a eu l'Oscar, mais tout de suite, puisqu'on parlait des personnages de Catherine Bigelow, ils n'ont nulle part où fuir. En attendant Godard sur Syllab, et c'était Martin de Vandellas avec Nowhere to Run, que l'on peut retrouver notamment dans la bande originale de Détroit et de Baby Driver aussi cette année. Car donc de Détroit, nous allons en parler question avec la deuxième, c'est pas du tout français ce que j'ai dit, mais on va en parler avec la deuxième partie de carrière donc de Catherine Bigelow, où un changement important dans son écriture et dans sa mise en scène s'opère, donc à partir de son film de 2009, donc The Hurt Locker, des mineurs en français, film pour lequel elle s'est personnellement tapé deux Oscars, meilleur film et meilleur réalisateur, au nez et à la barbe de James Cameron, donc. Plaisir. Plaisir. Film de soldat comme son film d'après, donc Zero Dark Thirty, sur la traque de Ben Laden pendant 10 ans par la CIA. Et donc, truc classique, mais Catherine Bigelow en avait pas mal revenu dessus en interview. Donc, le meilleur moyen de parler de la guerre est de partir du sol, donc des soldats. Ce qui, d'un point de vue matérialiste historique, serait donc de faire de l'histoire par le bas. C'est-à-dire que plutôt que de parler des grands événements, de parler des grands hommes et qui auraient fait la guerre, qui auraient fait les conflits, donc tu pars du bas, tu pars des petites gens, tu parles là où, en l'occurrence, des prolos du combat, quoi. Et le personnage de Jeremy Renner dans The Hurt Locker, c'est exactement ça. Donc, c'est ce qu'on a entendu un extrait en intro de cette émission. Donc c'est un démineur supra-professionnel qui a désactivé 880 bombes et des poussières. Donc c'est vraiment un professionnel, parce que ce que Bigelow kiffe dans le cinéma, c'est mettre en scène des professionnels, peu importe la profession qu'ils représentent, mais c'est des mecs qui connaissent leur travail et qui savent faire leur taf et qui sont vraiment les petites mains du collectif et du système. Et en l'occurrence, le personnage de Jeremy Renner, c'est ça. Et j'ai revu le film il y a 2-3 jours là.
et ça m'a beaucoup fait penser, même si c'est extrêmement différent, à un film de Brian De Palma. Pas Redacted, son film sur la guerre d'Irak de 2007, qu'il faudrait largement réévaluer parce que c'est un grand film, mais un des meilleurs chefs-d'œuvre donc de Brian, qui est Outrage, son film de 1987 avec Sean Penn et Michael J. Fox, qui en fait traitait donc de la guerre du Vietnam par le biais d'un fait divers, on va dire ça, qui est arrivé, où une escouade de soldats avait violé une jeune Vietnamienne sous les yeux donc, de leur camarade de Michael J. Fox, qui après les avait dénoncés, ce qui avait donné lieu à un procès retentissant. C'est un film qui se passe par flashback et compagnie. Ouais, c'est un film extrêmement complexe et extrêmement passionnant, où là, pareil, De Palma donc, mettait la question de l'individu face au collectif, et quand tu fais partie d'un groupe, d'un collectif, surtout quelque chose d'aussi fermé et de cloisonné que l'armée, voilà. Ouais. Donc, comment est-ce que l'individu réagit par rapport à ça? Et c'est ce genre de questionnement qui se pose aussi dans Détroit, donc par le personnage de John Boyega, qui est un jeune flic noir, qui va se retrouver à devoir témoigner contre ses camarades flics. Oui. C'est rigolo parce qu'en fait, ce que tu as dit sur le De Palma et tout ça, en fait, c'est exactement le même processus qu'a repris Kassovitz dans L'Ordre et la morale. Voilà. Mais Casso connaissait classique. Hein. Pas mal. Hein. Mais oui, après, alors, c'est vrai que le cinéma de Catherine Bigelow a évolué, mais en fait, il y a un truc aussi qui a profondément marqué sa mise en scène, c'est le 11 septembre, en fait. Tout simplement, après, elle a fait Zero Dark Thirty, c'est peut-être le plus grand film américain du 21e siècle, si on fait des classements à la con comme les magazines veulent le faire. Enfin, le plus grand, américain, j'ai dit, il se situe vraiment à ce niveau-là. Après, dans Hurt Locker, c'est quoi? C'est des mineurs, oui. Ouais. Il y a quelque chose qui se met en branle, c'est la dimension physique du cinéma, c'est-à-dire que au-delà du fait que sa mise en scène, que ses portées de caméra soient des prouesses physiques, c'est que sur le spectateur, c'est qu'on va vraiment ressentir l'angoisse. On va vraiment ressentir ce que c'est d'être au charbon. Et là, elle va exposer tout le truc avec Détroit, mais on n'est plus peinard dans son fauteuil en train de regarder un film. On est là en train de prendre une expérience pure et dure de cinéma. En plus, à partir de Hurt Locker, elle change vraiment son principe de mise en scène, de par sa rencontre aussi avec un scénariste et journaliste qui s'appelle Mark Ball, donc qui a écrit ses 3 derniers films, Détroit, Zero Dark Thirty et Hurt Locker. C'est-à-dire que c'est un mec qui était un grand reporter en fait pour les journaux américains et qui a écrit ces 3 films-là qui sont extrêmement documentés, extrêmement précis dans leurs faits. Et c'est ce que Bigelow va appeler du cinéma journalisme en fait. C'est-à-dire qu'à la fois ça va être des grands films dossiers, on pourrait même presque voir Zero Dark Thirty comme un procédural sur la traque de l'ennemi public numéro 1 des États-Unis. Et Détroit, c'est pareil, c'est extrêmement fouillé, c'est extrêmement écrit, il y a énormément de recherches historiques, tout ça. Et c'est ce que Bigelow, du coup, sa mise en scène va s'adapter à ça, c'est-à-dire qu'on va avoir un truc beaucoup plus brut et qui pourrait paraître moins léché que dans ses longs métrages précédents. C'est-à-dire, je parlais du classicisme bigelowien pour K-19, mais à partir de là, elle va se faire beaucoup plus sèche, même dans son montage. C'est-à-dire qu'elle va abandonner le scope, il va y avoir énormément de caméras portées, des plans beaucoup plus longs. Ce qui, même s'il avait tendance à faire des plans séquences ou des trucs comme ça, elle avait quand même beaucoup tendance à découper de manière harmonieuse, mais assez cut, ces scènes d'action, alors que là, on passe à un truc beaucoup plus brut. Et c'est-à-dire que c'est un système de mise en scène qui est mis en place sur ces 3 derniers films. Il y a un vrai parti pris de reconstitution pour faire résonance à la vérité des faits et au déroulement des actions, en fait. C'est ça, en fait, elle le dit en interview, elle prend une scène, elle filme avec 4 caméras, avec des angles différents et des échelles différentes, et on y va, c'est parti quoi. Surtout, et au bout de 3 prises, c'est terminé. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que ces acteurs, là, j'ai lu des interviews pour Détroit, notamment dans Le Grand Frisson, où John Boyega raconte qu'elle laisse énormément de place à l'improvisation. Étrangement, alors qu'on pourrait justement penser ces films-là extrêmement écrits parce qu'ils sont extrêmement précis dans les faits qu'ils mettent en scène. Ouais, mais en termes de dialogue et en termes d'interaction entre les personnages dans le plan, c'est des choses qui sont énormément improvisées et qui ne sont pas forcément répétées, mais c'est vraiment au tournage que Bigelow expérimente avec ses acteurs. J'ai vu une autre interview où ces acteurs expliquent qu'ils sont allés retrouver les vrais personnages pour Détroit notamment. Ils font du taf de l'acteur studio, quoi. Du coup, tu reprends les sources véritables. C'est vraiment du travail de document, je trouve vraiment le reportage journalisme où on va aller chercher les preuves, c'est une enquête et à voir comment est-ce qu'elle se construit et se reconstruit au cinéma.
et à voir comment du coup est-ce que Catherine Bigelow fait politique. C'est ça en fait, parce que là, si on se concentre un petit peu sur Détroit, c'est qu'il y a eu une espèce de pseudo-polémique comme quoi le film n'avait pas de point de vue en fait. Ce qui est totalement faux, parce qu'une personne qui dit que Détroit n'a pas de point de vue est une personne qui n'a pas vu le film jusqu'au bout. Ouais, parce que tu peux dire ce que tu veux sur le film, c'est aussi simple que ça. Tu pourrais dire que c'est un gros film de droite comme un gros film de gauche, mais du coup ça veut dire que ça a quand même un point de vue, quoi. Et Bigelow disait que depuis Hurt Locker, ces films sont ouvertement et visiblement politiques parce que ça l'intéresse de parler du monde contemporain, mais c'est des choses qu'on trouve quand même dans tous ces autres films. On parlait de Strange Days, on parlait de Point Break, que de K-19, c'est ça aussi. Sauf que vu que là, elle met en scène des faits hyper concrets et contemporains, donc qui sont encore dans les consciences américaines notamment, c'est un truc qui se voit beaucoup plus parce que son positionnement idéologique est beaucoup plus clair. C'est-à-dire, en passant par cette forme de cinéma-journalisme, c'est quelque chose qui se voit directement et qui, évidemment, vu que c'est visible, tout de suite, ça va faire beaucoup plus polémique et faire réagir la branlette critique. Après, si on prend sur le côté politique de Détroit, si on regarde, par exemple, le film est construit en 3 actes. Il y a du général, il y a la fameuse scène dans le motel et il y a le côté procès. Si on prend toute la première partie, on va dire, du général. Qui serait l'exposition des personnages, des différentes sous-entendus et du contexte général. Ce qu'il faut bien se rendre... Enfin, moi, il me semble que Détroit, en fait, c'est un film monde. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que, oui, les points de vue changent à peu près toutes les 3 millisecondes. C'est un film qui va très vite, son montage est... Ce qui est très perturbant, d'ailleurs. C'est physiquement, donc là on revient sur le processus de Hurt Locker, c'est-à-dire son montage très perturbant physiquement. Mais néanmoins, le fait de n'individualiser personne permet à Catherine Bigelow de montrer que ces populations donc noires de banlieue qui vont bosser chez Ford sont extrêmement marginalisées. En fait, c'est tout ça. C'est que son montage et son échelle de plan et un petit peu, et cette urgence, en fait, montre l'urgence de la population. Il me semble que c'est assez clair. Voilà. Le seul moment où elle individualise ses personnages, ça va être le moment où ils vont se faire torturer par le jeu. Et après, du coup, le personnage se retrouve tout seul à la fin, quoi. Il est obligé de subir seul le poids de ce qu'il a vu et d'en avoir été témoin. Comme le policier. Voilà, parce que donc Détroit, ça prend pour cadre les émeutes de Détroit en 1967. En se concentrant sur un élément, c'est des émeutes qui avaient duré 5 jours et qui avaient fait plusieurs dizaines de morts, une cinquantaine, je crois. Où donc là, il y a différents personnages noirs, notamment, que des noirs d'ailleurs, et 2 jeunes femmes blanches qui se retrouvent coincées dans un motel, l'hôtel Algiers, où des petits malins jouent avec un pistolet d'alarme et donc les flics encadrent la maison et vont les interroger de manière on va dire, houleuse et plus ou moins virulente ces différents personnages pour savoir qui a une arme justement, et ça va cristalliser toutes les tensions raciales qui existent dans le pays à cette époque, dans une genre d'énorme métaphore de l'Amérique de la fin des années 60, début 70, tous les combats pour les droits civiques, tout ça, Martin Luther King, Muhammad Ali, Malcolm X. Mais en fait, oui, vas-y Carla. Non, d'ailleurs, c'est intéressant parce que le film part de ce jouet en pistolet et arrive au jeu des policiers qui manipulent mentalement et physiquement leurs prisonniers, parce que c'est vraiment le cas. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est à voir comment est-ce que le film part de la fiction et arrive à une vérité. Enfin, tu vois, c'est un film, c'est une fiction, mais ça se base quand même sur des faits réels. Il fait constamment l'aller-retour fait entre. Donc il y a cette première partie ciné-journalisme où je le répète, mais il me semble que c'est extrêmement important. Le fait de ne pas individualiser, de n'individualiser aucun personnage montre en fait la place de cette communauté dans la société américaine, c'est-à-dire totalement invisible. Après, ce qui est extrêmement intéressant en termes de hors-champ, c'est que dans ce cadre-là, on pourrait croire que le hors-champ un petit peu est globalement absent. On rentre vraiment dans l'art de tous ces habitants. Néanmoins, il y a plein d'espèces de moments de suspension d'incrédulité quand les flics tirent, notamment. Et où c'est là, en fait, il me semble que c'est un espèce de hors-champ de montage. Enfin, son montage est extrêmement ambitieux, de toute façon. Mais on se rend compte, en fait, qu'il y a des situations qui fait « Merde, qu'est-ce qui vient de se passer là ?» Et en fait, le hors-champ existe. On n'est pas sur un truc très direct par exemple, Paul Greengrass. J'avais lu sur les réseaux que Bigelow, c'était Paul Greengrassisé. Il me semble que c'est pas le bon terme pour être poli, parce que moi, c'est vrai que j'ai pensé encore un acte politique. Comment ça s'appelle Bloody Sunday, c'est ça, le film de Paul Greengrass. J'y ai pensé, mais
elle fait autre chose. Elle fait autre chose. Ça va beaucoup plus loin dans le fait de cutter ces séquences. Enfin, par exemple, la séquence quand il y a une explosion de missiles dans une baraque. Là, pouf, suspension d'incrédulité. Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle cut à chaque fois quelques séquences très particulières pour nous permettre finalement d'arriver, donc d'accroître un petit peu leur champ et d'arriver petit à petit à là on était limite du pseudo-journalisme, et là on va arriver dans le cinéma petit à petit, en fait, avec l'arrivée des personnages. C'est des mini moments de pause entre guillemets où à la fois les personnages donc vont être incrédules devant ce qui se passe, et ça va permettre aux spectateurs de reprendre ses esprits et de remettre tout ce qui se passait dans le contexte, parce qu'il y a beaucoup de reproches, vu que c'est pas l'émeute la plus connue non plus raciale de la fin des années 60, par exemple, ça pourrait être Watts en 68, tout ça, mais donc elle se concentre sur un moment précis, et toute l'intro du film qui est fait en dessin animé, je trouve de manière assez magistrale, ça repose tout le contexte racial et sociétal de l'époque, toutes les tensions qu'il peut y avoir entre républicains démocrates républicains, entre les blancs et les noirs, comment est-ce qu'ils sont ghettoisés, comment est-ce qu'ils se tapent les tafs de prolos les plus merdiques du monde. Et donc, on va voir, après avoir exposé ça de manière hyper claire et de finir toute cette introduction sur le mot illusion, c'est à partir de cette illusion-là, justement, cette illusion de l'Amérique triomphante de l'après-guerre, où là, on va rentrer directement dans l'art, directement dans la réalité, avec des scènes de confrontation où les flics entrent dans un bar clandestin, et où là, toutes les tensions vont se cristalliser, justement. C'est intéressant en plus qu'elle termine par le mot illusion, et comme tu disais tout à l'heure très justement, où elle reprend l'histoire par le bas, en fait. Donc du coup, il y a au sein même du projet du film, il y a déjà cette contradiction et cet acte politique qui démontre que oui, l'Amérique va mal complètement en 67 et même maintenant. Et ce qui est hyper intéressant également, c'est cette place du boulot. Il faut que j'aille bosser, j'ai de boulot, il faut que j'aille chez Ford. Tu vois les pélos à la fin en train de tailler de la pierre ou je sais pas quoi, ils ont le nez dans la poussière, c'est dégueulasse. Enfin bon, bref, ça se rend compte de la galère en fait de ces gens-là en 67, et actuellement, quand on connaît l'état actuel de Détroit et sa place dans le cinéma américain contemporain, It Follows, le film de Ryan Gosling et tout ça. En parlant de taf, justement, parce que le personnage de John Boyega donc a de travail, il bosse chez Ford, et sinon il est agent de sécurité et flic pour les épiceries, tout ça. Et donc justement, c'est du travail qui est contraint, c'est-à-dire que si le mec pouvait être autre chose que flic, c'est un truc, il fera autre chose évidemment, quoi. Donc c'est vraiment le travail contraint, le genre de travail de protection, où du coup il est vu par les autres personnages noirs du film un peu comme l'oncle Tom, quoi. C'est-à-dire qui est cité d'ailleurs. Ouais, c'est-à-dire c'est le collabo, quoi. C'est un peu un genre de capot dans les champs de coton, quoi, qui va bosser avec les blancs, qui va être le bon nègre, comme pour prendre récemment Samuel Jackson dans Django Unchained de et inversement, les deux jeunes filles blanches qui sont arrêtées, elles sont littéralement traitées de putains. C'est ça. C'est traité comme des putains nègres dans le film. Donc ça, c'est intéressant. Après, si on veut prendre des considérations un petit peu plus légères, tout ça entre guillemets, on pourrait aussi mettre en valeur l'énorme taf de production design de ce film, où chaque pièce, chaque instant du décor, je pense à cette flaque de sang contre le mur du commissariat là, c'est absolument merveilleux. Disons que il y a une précision dans la reconstitution. Ça passe dans les détails en fait, même toute la dimension politique et sociale que tu vois dans le film, ça passe dans les détails justement. Ces mini gouttes de sang que tu vois sur les murs du commissariat, la manière dont les flics se comportent les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire entre les différentes strates de flics justement. Comment est-ce que les inspecteurs de police vont traiter le petit flicaillon de base, et même si c'est mon reproche, c'est que la partie du procès est un peu expédiée à la fin, c'est-à-dire que pour le coup j'aurais vraiment aimé avoir un quart d'heure de plus de film, quoi. J'ai une théorie là-dessus. Ouais, vas-y. Est-ce que donc le procès est expédié dans le film, mais il a été expédié dans l'histoire, donc finalement est-ce qu'il n'a pas sa place là-dessus? Bon, c'est peut-être une facilité théorique, peut-être que là je vais un peu trop loin, mais en sortant, je fais pourquoi pas, allez hop. De toute façon, ce procès était une farce, donc elle traite la séquence de ce procès comme une farce. Elle fait, vous voulez le film de procès? Ouais, je m'en tape, je vais vous faire 15 minutes et puis basta. On n'est pas dans JFK ici. Moi, j'ai l'impression qu'elle a pris un entonnoir, qu'elle a pressé au max, à en faire en sortir au final qu'une figure, tu vois, celle du témoin. Oui. C'est-à-dire que pour le coup, elle fait ça. Et pour en arriver à ce dernier plan qui est absolument magnifique. En fait, elle fait comme dans Zero Dark Thirty, c'est-à-dire que tout d'un coup, le personnage principal, qui était joué par Jessica Chastain, passe totalement à l'as pour laisser la place au Navy Seal, et que plutôt que de se concentrer in fine dans ces dernières minutes sur le grand événement, elle se
recentre uniquement sur son personnage. Là, en l'occurrence, c'est John Boyega et le personnage du chanteur des Dramatics. Donc, elle se recentre sur ces deux mecs-là qui sont les deux gros perdants de l'affaire et qui vont chacun avoir une crise existentielle, on va dire, différente. L'un en se retournant vers Dieu et l'autre en retournant à son taf de merde parce qu'il s'est résigné par la justice américaine. Tout le début du film, enfin toute sa mise en scène, c'est de l'acte politique, et là, via cette trajectoire, on est sur de l'acte de cinéma, quoi. C'est-à-dire qu'elle branche, sa filmographie, enfin en tout cas cette partie-là de sa filmographie est complètement, enfin pour moi c'est du cinéma didactique. Ludique, je sais pas, mais didactique qui va reprendre pour Zero Dark Thirty par exemple les éléments, encore une fois comme pour Détroit, des faits, donner une image, en tout cas pour le cas de Zero Dark Thirty, de la traque de Ben Laden, expliquer, revenir sur les faits, voir comment se déroule l'histoire et voir, tu vois, par exemple, le film de Détroit se passe il y a 50 ans. Oui. Donc là, elle reprend clairement les événements, elle fait référence aux événements de Charlottesville. Enfin, c'est certain. Alors, moi, j'aimerais bien savoir comment elle a mis en place le film. J'ai pas lu de trucs dessus, j'ai pas cherché non plus beaucoup. Mais d'où vient son idée, en fait, de mettre en place ce film? Ça me paraît rigolo. Mais après, pour revenir sur c'est Marbeau, je crois qu'il a apporté elle s'est fait tailler, je crois, sur le fait, la légitimisation d'une blanche de faire des films sur les Noirs. Mais alors ça, d'où ça sort? C'est la jurisprudence Spike Lee contre Clint. Non, mais là, notamment. c'est le tu sais, ça sort d'un. J'ai lu l'article du New Yorker là de la conversation de ce matin là. Ouais, c'est un mec qui aime Godard qui dit ça. Donc. Article de Chronic Art, pas de New Yorker. Donc non, l'article américain. Ah oui. Il aime. C'est un spécialiste de Godard. Donc on va prendre des pincettes. Ah oui, Richard Brody. Oui, voilà. Donc on va prendre des pincettes. Après voilà, elle s'est fait taper dessus pour Hurt Locker. Elle s'est fait taper dessus dans Zero Dark Thirty parce qu'elle montrait une scène de torture. Enfin, du coup, en fait, on n'a pas le droit de faire des films. Donc en fait, on monte la guerre. Donc en fait, on va fermer les yeux. Mais en fait, pour pas montrer Guantanamo. Ce qui est rigolo, c'est que pour le coup, il y a le même genre de revirement que pour Clint, c'est-à-dire que pour Hurt Locker et Zero Dark Thirty, elle était considérée comme une cinéaste limite faf, quoi. Alors que là, certains, en voyant Détroit, limite lui reprocheraient d'être de gauche, quoi. Ouais, enfin, depuis quand être de gauche, ça peut être un argument critique, mais depuis quand c'est péjoratif? Depuis quand est-ce que ça décrédibilise un film? Oui, voilà. Surtout. Catherine Bigelow, c'est pas vraiment une rouge, quoi. Elle a pas un couteau entre les dents pour aller. En tout cas, ça peut attendre dans Near Black, il y a ce drapeau, tu sais, il y a la télé qui marche pas, et le seul moment où la télé marche, c'est un gros drapeau américain qui flotte dans le vent. Enfin, clairement, sa filmographie, elle est basée là-dessous, sous ce truc américain. Ah ouais, c'est dingue. Et pourtant, c'est pas non plus dérangeant, tu vois. Bah non. Après, non, parce que c'est pas du patriotisme. Ouais, voilà. C'est une réflexion sur l'état de son pays, surtout depuis le 11 septembre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que peut-on faire après ce film-là? Enfin, je veux dire. J'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Sinon, déjà qu'on se fait bien chier au cinéma. Non, mais par exemple, Catherine Bigelow, que peut faire Catherine Bigelow après Détroit? Moi, je pensais déjà que je considère Zero Dark Thirty comme un film absolument époustouflant. Elle fait un film sur le Bataclan. Je sais pas. Clint fait déjà un film sur l'attaque du Thalys, alors merci bien les sujets. Mais après voilà, quand on disait que sa filmo était hyper cohérente et tout ça, voilà, le dernier plan de Détroit est à mettre en perspective avec le dernier plan de Zero Dark Thirty aussi. Donc elle arrive maintenant, elle a un tel degré de comment on dit ça, de connaissance ou de sa propre connaissance, de son propre talent ou de son propre génie, que maintenant elle en arrive à ce que ces films dialoguent littéralement entre eux-mêmes. Enfin, Zero Dark Thirty et Détroit, ils font des conneries à côté de moi, là, c'est insupportable. Dialogue littéralement entre eux. En fait, elle commence à mettre en place vraiment un système Bigelow, mais là, il me semble que Détroit, on est au firmament en fait de son truc. C'est vrai que je suis curieux de voir la suite de sa carrière, parce que vu sa bonne santé, on peut dire qu'elle a au moins une dizaine d'années devant elle pour continuer à faire des films. Et c'est-à-dire que je crois qu'elle avait commencé à aborder ça comme une genre de trilogie sur le monde américain contemporain. En l'occurrence, elle remonte un peu plus dans le temps, parce que comme disait Carla, c'était il y a 50 ans. On sait qu'elle avait des projets de films historiques par le passé, notamment un Jeanne d'Arc produit par Luc Besson qui l'a bien niqué sur l'affaire. D'ailleurs, d'où procès en pagaille, évidemment, contre Gros Luc, quoi. Mais c'est vrai que c'est le genre de thématique qui l'intéresse. Et là, je serais vraiment curieux de voir où est-ce que ça va l'amener maintenant, quoi.
C'est vrai. Après, si on revient, on peut revenir un petit peu sur Détroit. On a encore quelques minutes, 2 minutes. Quelle grande directrice d'acteur c'est. Putain, ça c'est monstrueux parce que genre un acteur de merde qui est révélé dans les labyrinthes, le mec qui s'appelle William Poulter, qui a les sourcils les plus crispants du cinéma américain contemporain. Il joue le comme méchant là, le flic dans Détroit. Mais t'as envie de rentrer dans le film et de lui dire mais calme-toi quoi. Ah ouais, il joue bien. Tous les second rôles mais sont prodigieux, sont monstrueux quoi. C'est absolument sidérant de. Ils sont d'une rigue. Enfin, c'est prodigieux. Il y a le Simon le Jeune du cinéma américain, John Krasinski, qui apparaît même à la fin. Donc déjà, c'est vraiment un grand plaisir de le revoir sur un écran parce que c'est un acteur prodigieux, quoi. Et après, voilà, Détroit dure 2h22. Toi, t'aimes pas trop les films qui durent plus de 1h30. Et là, il y a une science du. Et là, il y a une science du rythme qui est absolument affolante. Et le truc, c'est que ce film est un enfer. En fait, ce film est un enfer. C'est ça. C'est que. Mais d'ailleurs, Erwan qui disait ça. Pourquoi est-ce qu'il en a pas fait Enfin, elle aurait pu en faire une série. Parce que ça l'intéresse pas, la mini-série. Je pense que pour le coup, c'est vraiment comme De Palma. C'est-à-dire que, comme disait De Palma, la série, c'est un monde de producteurs et de scénaristes. C'est pas un truc qui est fait pour les cinéastes. C'est-à-dire que elle, ce qui l'intéresse, c'est vraiment la mise en scène de cinéma et donc une certaine, mine de rien, économie narrative, même si 2h20, c'est pas supra-économique, même si, alors que ça a tendance à devenir la norme, c'est pas ce qui l'intéresse. C'est-à-dire, je pense, comme disait Thibaut, élaguer le procès à la fin pour se recentrer sur l'essentiel. Qui sont ces personnages? D'ailleurs, c'est au moment du procès qu'on sent la longueur du film. D'un coup, on commence à dire, mais ça fait combien de temps que je suis là? Ça fait un petit peu, parce que ça redescend un petit peu, parce que c'est vrai qu'elle nous prend à la gorge de la première image à la dernière, c'est ce montage, mais mon Dieu. Non mais bon bref, Catherine, je t'aime. Donc voilà, c'était le mot de la fin. Vous l'aurez compris, Catherine Bigelow est une des plus grandes cinéastes actuelles encore en activité, donc profitez-en, allez voir Détroit. C'est un grand film, un film dont je pense on reparlera beaucoup entre nous cette année et pour les années à venir, espérons-le évidemment. Mais sinon, il n'y a pas que le cinéma dans la vie, il n'y a pas que Catherine Bigelow malheureusement. Qu'avez-vous aimé les enfants? Détroit. Voilà, merci Thibaut. Non, mais franchement, allez le voir, c'est pas mal, hein. Ouais, non, c'est un film à voir. Oui, c'est peut-être un des plus grands films des 15 dernières années. Ouais. C'est péchu. Ah ouais, mais moi oui, ouais. Ah oui, ouais. Je croyais que c'était Zero Dark Thirty. Oui, mais c'est l'autre. Avec Zero Dark Thirty. Il faut se mettre à la page. Et même Max Fury Road, bien sûr, on n'oublie pas. Et Fury Road et The Social Network aussi, mais ce sont des voilà, enfin oui, Détroit, putain, c'est. Dis calme mon enfant. Carla. Alors moi, c'est le moment où je vais me faire lyncher par Thomas. Donc moi, c'est un groupe nantais qui s'appelle Nursery et l'album s'appelle Nursery, écoutable sur Bandcamp. Et c'est quel genre de musique? C'est du rock un peu bourrin. Ils se disent un trio de toxic pop. C'est bien. Bien un truc de nantais, ça, tiens. On y va, exactement. Gal. Alors moi ça va être JFK du coup de Oliver Stone, donc un de son plus grand chef-d'œuvre formellement déjà c'est fantastique. Voilà, et parce que tout. Et d'ailleurs pour le coup en fait le procès c'est pas ce qui est vraiment intéressant dans le film quoi. Sinon moi pour le coup je vais aussi finir en musique puis donc un des deux frères pétards du rock'n'roll, enfin les deux frères pétards du rock'n'roll british ont sorti leurs albums solo respectifs. Noel Gallagher a sorti le sien et Liam Gallagher a sorti le sien il y a quelques semaines et c'est fucking biblical. Et c'est Liam qui emporte l'affaire avec As You Were, album trop long, mais il y a néanmoins des putains de chansons. Il fait du vrai rock'n'roll, il arrête de geindre. C'est-à-dire qu'il est pas comme Noël, il est incroyablement sincère, il est incroyablement honnête, il est incroyablement drôle, et c'est-à-dire que il a des paroles parfois extrêmement connes, mais il les chante avec une telle conviction de son génie que ça en fait vraiment toute sa saveur. Non, ça, il y a vraiment des putains de chansons sur l'album et c'est vraiment chouette d'entendre Liam Gallagher qui rechante. Il recommence à avoir des cœurs dans les yeux. Oui, j'aime beaucoup Liam Gallagher. Liam Gallagher avec de la conviction, quoi. C'est ça, Liam Gallagher. Voilà, on se retrouve vraisemblablement pas la semaine prochaine. Parce qu'il n'y aura pas de film de Catherine Bigelow. Parce que de toute façon, il n'y aura rien au cinéma, puis certains d'entre nous ne seront pas là, tout simplement. On se retrouvera dans 2 semaines donc pour parler de Laisser bronzer les cadavres et de notre ami Jean-Patrick Manchette. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine émission. La bise à Erwan. Ciao, bonsoir. Salut. Salut.